Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout salut Mickaël, merci de nous accorder de ton temps pour cette interview, pour cette vidéo qui, j'imagine, va en inspirer plus d'un. Donc Mickaël, à la base, donc tu étais prestataire de services autour du digital, notamment maintenant LinkedIn, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Tu as pu tripler, multiplier ton prix grâce à la redéfinition tout simplement de tes pricing parce que tu dévalorisais inconsciemment tes compétences et aussi le prix, la valeur de tes prestations. Et du coup, par ce biais, tu as fait plus de 9000 euros d'excédent en seulement 5 semaines. Donc, félicitations à toi déjà pour ça. Et en complément de ce que je viens de dire, si tu veux bien te présenter à l'audience de façon à ce que, eh bien, ils puissent avoir une petite présentation. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, bonjour Alec, et c'est super sympa de m'interviewer. Un grand merci. Déjà, un grand merci à toi et je vais expliquer pourquoi après. Alors moi, pour commencer, donc, je me présente, je m'appelle Mickaël, je travaillais dans le digital, dans le marketing digital comme tu disais, et j'étais vraiment dans le secteur du vin. Donc à la base, moi, je suis issu du Ouais. commerce et du marketing dans le vin. Je travaillais avec les domaines viticoles et je travaillais davantage dans la communication. Alors j'ai commencé en tant que CM, Community Manager, et petit à petit, je suis arrivé à gérer des publicités, gérer des campagnes et gérer la promotion des produits viticoles. Et en fait, suite à cela, ça marchait bien, donc je me suis dit que j'allais me mettre en indépendant, j'allais mettre à mon compte et j'allais essayer de prospecter par moi-même. Donc au début, j'ai eu quelques difficultés à prospecter, j'ai eu quelques clients et en fait, j'avais cette peur de perdre le client. Donc en fait, je regardais un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche. Je regardais notamment sur les plateformes, donc je regardais les fameuses plateformes comme Malte ou des choses comme ça. Je voyais des tarifs de 100 euros, etc. Alors je me disais, il ne faut pas trop que je price trop haut. Je pense que les gens qui pricent très très haut, c'est vraiment des gens qui ont des immenses connaissances, etc. Et donc, en fait, je priçais très, très bas. Je priçais dans les 500 euros mes prestations, etc. Et je priçais vraiment des petits prix pour vraiment beaucoup de valeur. Ça veut dire, j'apportais vraiment tout un tunnel de vente, alors, sans trop rentrer dans le technique, mais voilà, j'installais plusieurs étapes pour arriver à un processus pour vendre le produit. J'installais tout ça. Je travaillais notamment aussi avec LinkedIn. Donc, j'apportais pas mal de choses au niveau du B2B avec LinkedIn, pas mal de choses au niveau du B2C avec des tunnels de vente et de la publicité Facebook. Et voilà, grosso modo, j'en étais là. Et ensuite, je t'ai découvert. Donc, j'ai regardé un peu tes vidéos, pas mal de valeurs. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tenter l'expérience avec Alec. Et en fait, en entrant dans ta formation, il y a deux grands points qui m'ont en fait marqué. La première chose, c'est la qualité du réseau. C'est les personnes qui sont là. Tout le monde est motivé, tout le monde s'entraide. Et ça pousse, tout simplement, ça pousse. Et la deuxième chose, en fait, moi, personnellement, qui m'a vraiment énormément apporté, en fait, c'est comment parler de son offre et comment définir le prix de son offre en fait. Et tout simplement, le petit tips rapidement, c'est juste, faut savoir, faut être conscient de la valeur qu'on apporte et en fonction de ça, enfin, déterminer son prix. Si par exemple, n'importe quoi, on va générer 10 000 euros, ben forcément, on peut pas faire payer ça 100 euros, 200 euros. Ça, c'est une réalité. Par contre, c'est vrai que si on génère que 1000 euros de résultat, oui, forcément, on peut pas pricer à 1000 euros. Grosso modo, ça paraît tout bête comme ça, mais ça demande quand même, faut le savoir. Faut le savoir, et ça demande quand même pas mal de temps pour apprendre ça. Et voilà, c'est surtout ça que j'ai appris avec toi. Et bien Ok, d'autres choses encore. excellent, superbe. Merci en tout cas déjà pour cette sympathique introduction. Donc aujourd'hui, le but ici dans cette interview, c'est que tu nous expliques d'une part quel était ton business model avant, quels ont été les éléments déclencheurs également qui t'ont permis d'entreprendre. Suite à cela, quelles ont été les erreurs que tu as fait en démarrant dans l'entrepreneuriat parce que tu n'étais pas non plus issu d'une grande formation entrepreneuriale. Et voilà, quand on se lance, quand on démarre, moi-même le premier, j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment au niveau du pricing, de ma stratégie, de la typologie de clients à laquelle je m'adressais, de mes offres, vouloir tout faire et du coup tu ne fais rien, etc. etc. Et aussi ensuite, quelles ont été les choses, étape par étape, que tu as changé, que tu as mis en place pour te permettre aujourd'hui d'avoir un business solide sur lequel tu peux avoir une vision d'avenir tout en apportant tes résultats, des résultats à tes clients et d'autre part générer effectivement tes résultats qui sont plutôt sympathiques et qui ne sont, je pense, qu'une étape dans la croissance de ta société et de tes business par la suite. Donc, parfait. Donc, commençons par le commencement, j'ai envie de dire. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Alors, officiellement, ça va faire 1 an et demi et je Ok, commence à avoir de vrais bons résultats depuis moins de 2 mois et j'avais des résultats depuis un mois. d'accord. Voilà. Donc, un an et demi. Depuis un an, pardon. Un an. Ok, ah ok, d'accord. Ok, donc ça faisait un an et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé entre globalement, c'est un an, c'est les 6 premiers mois, quoi, les 3, 4, 5, 6 premiers mois, pour qu'il n'y ait pas de résultat? Alors en fait déjà moi alors pourquoi déjà je suis passé en indépendant simplement parce que déjà j'ai toujours aimé travailler
comment dire, j'aime bien travailler à ma façon. Je sais que j'ai une façon de voir les choses. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est le résultat. Après, la façon comment on l'a fait, ça dépend vraiment des personnes. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment du mal avec ce côté, tu fais ça comme ça et tu poses pas de questions et tu le fais. Moi, j'avais vraiment du mal avec ça. Bon, je me taisais quand même parce que j'étais pas légitime pour moi à devenir indépendant. Et en fait, progressivement, j'ai eu les compétences qui m'ont permis de me dire, c'est bon, maintenant, tu génères des résultats, tu peux te mettre en indépendant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Sauf que je pense que j'ai fait l'erreur que doivent faire probablement 99% des gens qui se lancent. Ils se disent, c'est bon, j'ai des compétences, je peux apporter des résultats aux gens, j'ai plus qu'à attendre, les gens vont venir à moi. Parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, en fait, j'ai un an et demi, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est 6 mois, mais non, j'ai passé peut-être 4-5 mois à peu près. Hein, où au début, en fait, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, comment je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je pose des questions? Donc, j'essayais, c'était très brouillon, j'allais voir des domaines comme ça, à droite à gauche. Je me suis dit, bon, ben, ça marche pas trop, j'étais stressé avec les cavistes, j'étais avec les restaurateurs, je m'éparpillais. Donc j'ai eu pas mal de difficultés avec ça. Alors j'ai commencé à regarder énormément de vidéos. J'ai pensé tout de suite, ah ben va falloir que j'améliore mes compétences, que j'en apprenne de nouvelles. Je commençais à créer des choses. J'ai créé des petits business en parallèle, en dehors du vin, vraiment pour me tester. Donc j'ai testé quelque chose dans la nutrition, par exemple. Donc j'ai vraiment fait un site, j'ai créé un site, j'ai créé un e-book, j'ai créé pas mal de choses pour m'entraîner. Et en fait tout cela, on va dire, ça m'a permis de gagner en expertise. Par contre, ça ne m'a pas permis de gagner de l'argent, pas du tout. Donc en fait, pendant les 6 premiers mois, voilà, en fait, je me suis amélioré, mais sans gagner d'argent. Et ensuite, une fois que j'avais ces nouvelles méthodes que j'ai pu apporter en complément de mes compétences que j'avais déjà, j'ai pu vraiment commencer à trouver des clients, un premier client, un deuxième client, et donc j'ai commencé à générer des sous. Par contre, comme je te disais, c'était pas non plus, c'était en mode survie, quoi. C'était pas vraiment en mode, ça y est, j'ai des premiers clients, ça y est, je prends des vacances, quoi. C'est vraiment difficile parce que justement, je priceais bas parce que j'avais peur de perdre les peu de clients que j'avais. Ok. Tu pouvais en vivre? Oui, mais en se serrant la ceinture, comme on dit, vraiment en faisant quelques compromis, oui. Ok. Aujourd'hui, tu es plutôt à l'aise, disons, par rapport à avant. Maintenant, ouais, maintenant. Alors, je suis pas du genre très dépensier de base, donc même si que je gagne 1 million, que je gagne 10 000 euros, 5 000 euros par mois, c'est pas pour ça que demain je vais m'acheter un yacht, tu vois. Mais disons que moi j'aime bien avoir gagné suffisamment d'argent pour vivre normalement, et moi c'est ce que j'aime maintenant. C'est maintenant je me pose plus trop de questions. Si demain je dois faire un mastermind à Paris par exemple, ben, je peux y aller sans problème, sans me dire ah là là, je suis bloqué, des choses comme ça. Yes, ok. Et typiquement, est-ce que par rapport à avant, lorsque tu avais peur de perdre tes clients, lorsque tu avais peur également de ne pas réussir à les séduire parce que tu avais peur de pricer plus cher, est-ce qu'aujourd'hui, d'une part, tu es devenu beaucoup plus à l'aise par rapport à ça? Et auquel cas, quel a été le switch mental dans ta tête qui fait que, voilà, peut-être que tu t'es adressé à une autre typologie de client, peut-être que tu as développé ton offre, peut-être que tu as plus ou moins niché ton offre, peut-être que tu as plus orienté ton offre vers une promesse irrésistible. Comment est-ce que tu as mis ça en place? Alors, je dirais que j'avais pas mal de théories, mais ce qui me manquait, c'était la pratique. C'était vraiment, tu sais, le dur, pas rentrer dans les clients, mais je veux dire rentrer dans le débat, la négociation, vraiment, tu vois, gagner un petit peu d'expérience dans ça. Et donc, au début, moi, j'avais vraiment peur. Je me dis non, tu peux pas. Et je pense que les points les plus importants, c'est d'avoir confiance en soi. Déjà, quand on parle, il faut avoir confiance en soi, sinon, c'est pas la peine si on hésite. Ouais. Et confiance en son offre et en ses résultats. Mais attention, ça ne veut pas dire, voilà, moi, demain, je me dis que je fais 20 000, je vais dire à tout le monde, ça y est, je fais 20 000. Non, c'est vraiment, on a testé, on a des résultats, on sait qu'on fait ça. À la limite, on peut dire qu'on fait 10-20% de plus, mais on explique que c'est pas sûr. On dit voilà qu'on fait tel résultat, mais qu'avec le projet, on peut peut-être faire plus. Et en fait, en étant comme ça, en étant rationnel, en étant confiant en soi et en expliquant point par point les raisons de pourquoi on va réussir, pourquoi on pourrait faire plus, etc., la personne en face, elle a confiance, elle se dit d'accord, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, donc je peux lui faire confiance. Et en fait, moi, c'est ce qui me manquait. Au début, j'étais là, oui, donc ouais, je pourrais peut-être vous faire ça, peut-être mettre ci, peut-être mettre ça, peut-être que vous allez avoir des résultats, peut-être pas, tu vois. Et en fait, avec ces peut-être, ben, ça met pas la personne en confiance. Et elle se dit, ok, bon, ben, il price pas cher en plus, donc ça, il y a la valeur perçue aussi. Donc, il va pricer 300, 500 euros son tarif. Moi, je suis habitué, et ça, tu vois, c'est la chose que je ne savais pas, c'est que les professionnels étaient habitués à des tarifs beaucoup plus hauts, notamment à cause des tarifs des agences. Donc, pour eux, payer 2000, 3000 euros, ben, on va dire c'est normal, entre guillemets, quand il y a du résultat, on est toujours pareil. Et au final, quand tu vois quelqu'un qui arrive, un petit genou qui arrive et qui dit qu'il peut faire ça, mais pour 5 fois moins cher, ils se disent, mais peut-être qu'il débute, peut-être qu'il ne connaît pas, peut-être que voilà. Et au final, ben, ils sont prêts à signer, mais au final, on passe vraiment pour un exécutant. On est vraiment, tu fais ci, tu fais ça. Et au final, je retrouvais ce que j'étais en salariat, c'est-à-dire vraiment le côté, ben, tu fais ce qu'on te dit, on sait mieux que toi, tu fais ça, et puis voilà, basta. Alors qu'au final, moi, c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment apporter mon expertise. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais.
et faites-moi confiance, quoi, tout simplement. Ok, intéressant. Et quand tu dis apporter ton expertise, tu l'as développée où et comment cette expertise? Alors, dans un premier temps, l'expertise, je l'ai développée en travaillant avec des domaines en salarié. Donc, Mhm. en fait j'ai passé, alors ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai passé 2 ans aussi en Nouvelle-Zélande. Et dans les pays anglo-saxons, ils sont des années-lumière de nous en marketing. Et en fait, j'ai travaillé pour des domaines viticoles là-bas. Et là-bas, le marketing est extrêmement développé dans les domaines. Donc, j'ai appris énormément de choses déjà de base. Avant ça, déjà, je travaillais dans le commerce et marketing. J'ai fait des études là-dedans. Et ça m'a permis d'apporter beaucoup de pratiques. Et Mhm. ensuite, je suis rentré en France, j'ai travaillé pour des domaines, j'ai eu des résultats. Et donc après, j'avais déjà la grosse base, j'avais 80% de l'expertise que je proposais au moment où je me suis mis en indépendant. Et le reste des 20%, je les ai surtout appris en théorie qu'après j'ai pu mettre en pratique. Parce que bon, après, quand c'est des petits détails à rajouter, bah, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend rapidement. Ok, ok, intéressant. Maintenant, si on rentre plus dans le dur, donc on récapitule. Avant, tu avais peur de perdre tes clients, tu n'arrivais pas à pricer à ta juste valeur, tu t'adressais peut-être aux mauvaises personnes avec la mauvaise offre, tu générais entre 500, 1000, 2000 euros par mois difficilement et c'était un petit peu flat. Aujourd'hui, effectivement, tu as presque multiplié par 5 tes résultats et félicitations à toi. Euh, donc, lié à ça, effectivement, c'est suite au fait que tu as rejoint le programme, mais pas que grâce au programme, tu as effectivement appliqué les stratégies, tu as développé ton réseau, tu as compris certaines choses, tu as appliqué certaines choses que tu n'appliquais pas forcément de parce avant tu avais la théorie, mais ce qui manquait peut-être c'était le fait qu'on te pousse et qu'on passe à l'action. Mais ma question, c'est aussi pourquoi pourquoi est-ce que tu t'es dit faut que je me forme, faut que je me fasse accompagner et quel a été l'élément déclencheur dans ton esprit qui fait que on passe ce cap? Parce que moi-même aujourd'hui, tu vois, c'est devenu très simple et typiquement, il y a encore cette semaine, j'ai rejoint encore un nouveau mastermind, mon associé également un nouveau mastermind aux États-Unis. Mais si tu veux, ce sont des décisions, des réflexions que l'on prend pratiquement au tac comme ça. On voit une opportunité, on sait faire A ou B, on fait une équation, boum, 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 et au bout de 15 minutes, on sait si oui ou non on va en profiter, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nous regardent peut-être, qui savent qu'elles ont besoin de ça, qui savent que ça va littéralement changer leur vie, qui savent qu'il y a toutes les clés pour réussir, mais qui vont procrastiner ou qui vont attendre un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 6 mois, un an, et que plus on va avancer, plus ils vont se dire ah bah mince c'est trop tard en fait, ou ils vont se dire ah est-ce que dans 3 ans ça marchera encore, etc., etc. Du coup ma question c'est vraiment quel est le switch mental qui fait que tu t'es dit il faut que je le fasse et quel a été, quel a été derrière les premiers résultats autres que financiers qui font que ça a été validé, quoi. D'accord. Alors en fait, le switch, comme tu dis, c'est simple, c'est qu'en fait, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. On est vraiment aujourd'hui à l'ère d'Internet et aujourd'hui, on peut Hmm. trouver toutes les informations sur Internet. Et donc, au final, on a tendance à se dire, bon, ben, j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de temps, je cherche par moi-même et puis je trouve les réponses. Et donc, je suis passé par ça et je me suis dit, bon, ben, c'est bon, il y a tel YouTuber qui en parle, il y a tel influenceur qui en parle, peut-être qu'avec ces petites connaissances, je peux faire quelque chose, etc. Mais au final, on reste quand même bloqué à un plateau en fait, simplement parce que c'est toujours intéressant, et c'est même pas intéressant, c'est il faut avoir des mentors, être suivi. On a toujours besoin de quelqu'un qui est passé par là, qui a Hmm. l'expérience et qui peut dire attention, tu fais ça, ouais, moi je suis déjà passé par là, je te conseille pas de faire ça, je te conseille de faire comme ça. Et ça en fait, c'est la clé de toute chose, c'est-à-dire on peut passer 40 ans de sa vie à étudier une chose et à toujours rester médiocre. Alors, on peut très bien aussi être très bon, hein, ça dépend vraiment des gens. On va dire que le taux de personnes qui deviennent extrêmement bons au bout de 40 ans d'études et tout, voilà, c'est pas équilibré. C'est peut-être 5% qui réussissent et le reste toujours à un stade. Et en fait, pour dépasser, il faut toujours avoir des mentors qui l'ont fait avant nous. Et ça c'était le déclic. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai essayé par moi-même, j'ai passé presque 1 an et demi, voilà où j'en suis. Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? De toute façon, en plus, en général, y a toujours une garantie de remboursement si ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, bah, allez, on essaye, on verra bien. Et j'ai essayé, et au final, le déclic, donc ça a été le déclic. Et au final, ce que ça m'a surtout apporté dans les premiers temps, c'est le réseau. Ça, c'est juste important. Ça, c'est même l'une des clés, des points que vraiment, ça, c'est l'idée qu'il passe dans cette vidéo. L'une des idées, c'est le réseau. Travaillez votre réseau, et votre réseau travaillera pour vous. Ça, c'est une phrase d'un ami à toi. Mais c'est bien vrai. Le réseau, c'est très, très important. Et c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour trouver des affaires, c'est valable pour vous acquérir des compétences, mais c'est valable pour même votre environnement.
Ça veut dire que, en fait, quand tu as un réseau, tu as des gens qui vont te pousser. Psychologiquement, quand tu es dans le bas, ben, ton réseau, les gens qui t'entourent peuvent te remonter. Enfin, ça aide dans énormément de choses, le réseau. Et quand je suis arrivé, en fait, dans ta formation, il y avait déjà des gens qui étaient là en mode. Tu sais, en fait, il y avait des gens qui étaient plus ou moins avancés. Donc, tu as des gens qui étaient déjà là, qui disaient ouais, voilà, moi je fais ça, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Et tu en as qui sont à peu près à ton niveau et qui disent ouais, moi j'en suis là et toi t'en es où? Moi j'en suis là. Ben, viens, on progresse ensemble. Et donc, au final, tu trouves des gens qui t'aident à aller plus haut, qui te tirent, et tu as des gens qui sont à ton niveau et du coup, tu peux avancer avec eux. Donc, tu as vraiment de l'accompagnement, on va dire, à différents niveaux. Et ça, c'est super intéressant. Moi, ça a vraiment été au début, ça a vraiment été le point positif, c'est que j'ai vraiment trouvé des personnes comme moi qui voulaient avancer. Et après, progressivement, on monte, on monte, on monte. Et il y a des nouveaux qui arrivent, donc on commence à les aider. Et après, voilà, c'est une boucle. Ok. Est-ce que avant justement de faire partie de cette communauté, dans ton cadre entrepreneurial, voilà, ça faisait 1 an et demi que tu essaies de te développer, j'imagine que tu as peut-être participé à des séminaires, tu as peut-être participé à des afterworks, pas du tout? Ok. Alors, Donc tu développais pas du tout ton réseau, quoi. C'est ça. En fait, ça a été mon gros point négatif. Je me souviens même, au moment où j'allais prendre ta formation, je parlais à quelqu'un qui était déjà dans ta formation et il me parlait du réseau. Et moi, je lui disais, ce qui me manque, mon gros manque dans ma vie professionnelle, c'est le réseau. Je passais trop de temps, justement, comme je te disais, à être sur Internet, à apprendre des choses, à regarder des vidéos, à apprendre. Donc après, c'est sûr, voilà. Après, tu deviens une véritable encyclopédie. Par contre, le travail, t'en as pas énormément parce que t'as pas forcément de réseau, t'es pas passé à l'action. Tu deviens une encyclopédie vivante, mais c'est tout. Okay, ouais. C'est un peu ce que j'étais. Yes. Je suis allé à un séminaire récemment et il disait 1 gramme d'action vaut plus que 100 kilos de théorie, quoi. C'est quelque chose comme ça. C'est une phrase comme ça, sauf erreur, mais c'est très vrai. C'est très vrai. Si on devrait du coup décrypter un petit peu le process que tu as mis en place pour vraiment voilà, te dire je price pas assez cher, je gagne pas assez d'argent, mes offres c'est ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a fait que tu as changé un petit peu tes offres, tu t'es ouvert aussi à une typologie de clients peut-être un petit peu plus large, d'ordre plus entrepreneurial, d'ordre général, tu as augmenté tes prix, donc comment est-ce que dans ton esprit déjà, pour que tu sois aligné avec ça, tu as pu juger du fait que tu es légitime à augmenter tes prix? Voilà, quels ont été les process que tu as mis en place, peut-être étape par étape, pour vraiment changer du tout au tout, puis avoir les résultats que tu as aujourd'hui comparativement à il y a quelques mois encore? Donc déjà, je faisais l'erreur de vouloir faire le travail d'une agence tout seul. Après, j'ai commencé à déléguer. Donc ça, c'était avant que je rentre. J'ai commencé à déléguer certaines tâches, mais pas toutes parce qu'il y en a, comme notamment LinkedIn, j'avais du mal à trouver des prestataires pour m'aider sur LinkedIn. Donc c'est moi qui faisais tout sur LinkedIn pour mes clients. Ça, c'était le début. Et même ça, je le pressais pas très cher, c'est pour ça que je m'en sortais pas trop, parce qu'il fallait que je paye les prestataires, etc. Enfin bref. Et par rapport tu peux me répéter rapidement ce que tu m'as dit? Parce que du coup, je me suis un petit peu... Yes, en gros, simplement, étape par étape, quelles ont été les actions que tu as mis en place pour justement changer d'offre, augmenter tes prix, t'adresser à une autre personne? En fait, c'est l'offre, tout simplement. Au début, j'étais très large et je voulais tout faire. Et donc, forcément, c'était compliqué. Et en fait, première chose que j'ai fait en étant dans ta formation, en parlant du coup avec les gens, le réseau, j'ai réalisé rapidement un gros besoin et dans lequel j'étais bon. Donc ça, c'est tout con. En fait, c'est le pivot. Faut pas avoir peur de pivoter, faut pas avoir peur de changer, etc. C'est vrai que quand on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on est entouré de personnes qui sont dans le salariat, des amis, etc. Dès qu'on leur dit ah ouais je fais ça, puis finalement je fais ça, puis finalement je fais ça, les personnes vont faire ah ouais je trouve que tu changes beaucoup, tu as du mal à te poser, etc. Mais ça c'est une mentalité, c'est pas une bonne mentalité. La bonne mentalité c'est d'évoluer, toujours s'améliorer. Et donc moi je me suis dit ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois très bon dans un domaine et que tu résous un problème en particulier. Donc ça a été ma première chose à faire, c'est revoir mon offre. Ça a été la première chose. Et ensuite, ça a été d'élargir oui et non mes types de clients. Au début, je l'avoue, je suis issu du vin et donc je me suis dit, je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours travaillé avec le vin, même si mes compétences peuvent aider d'autres personnes, je vais rester dans le vin. Donc en fait, je me bridais moi-même. Je me disais, même si c'était difficile, je me bridais moi-même. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, donc j'ai une entreprise dans vraiment un peu type agence de communication, agence de marketing dans le vin. Donc ça, en fait, j'y suis toujours, mais beaucoup moins. Je l'ai délégué. Donc j'ai des commerciaux qui cherchent des clients pour moi. Ensuite, moi, je suis plus en tant que consulting, je donne les directives et après je délègue. Mais moi, maintenant, ce que je fais beaucoup, c'est que j'aide vraiment, je donne plutôt de ma personne pour aider les entrepreneurs et les entreprises sur LinkedIn. Et ça, en fait, c'est un gros manque que j'ai vu, en fait, que j'ai réalisé, c'est les personnes ont du mal avec LinkedIn et pourtant, c'est l'un des plus grands vecteurs pour trouver des clients en B2B.
Donc ça, en fait, ça a été vraiment le déclic. J'ai vraiment tout changé. Et maintenant, je me suis vraiment focalisé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi des bons résultats. C'est-à-dire qu'avec les résultats que je peux avoir, forcément, j'ai pricé au juste prix. Au début, les clients, quand ils entendent le prix, ils font « Ah ouais, quand même ». Mais quand je leur explique combien ils vont gagner par derrière, qu'ils vont gagner presque 5-10 fois plus, ils disent « Ah oui, en fait, le prix est complètement dérisoire ». Et je dirais même que au-delà même du prix, ça représente essentiellement un investissement vu que tu es sur du B2B. Du coup, c'est une autre vision des choses. Et effectivement, je le dis souvent, 1 euro dans le comment dirais-je, dans le cycle personnel, tu vois, privé, n'a pas la même valeur que 1 euro dans le cycle professionnel. Donc, c'est assez intéressant. Autre chose, également, tu parlais de revoir ton offre. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés sur comment créer une offre irrésistible ou une offre qui plaît, qui parle à son client? Bien sûr. Tout d'abord, il faut vraiment connaître sa cible, ce qu'on appelle un persona. Il faut vraiment le connaître, établir vraiment ses besoins, mais il faut aller plus au-delà. En fait, il faut vraiment le connaître, il faut vraiment connaître ce que j'appelle les besoins profonds. Donc, c'est pas son problème en surface. Ouais, j'ai tel problème. Non, c'est voir le problème qui a conduit à tel problème ou tel problème ou tel problème. Et une fois qu'on l'a, ce problème, déjà, on va pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour établir une offre irrésistible, c'est trouver la bonne cible et vraiment trouver le besoin profond. Mais quand je dis cible, c'est pas une industrie. Combien de personnes, même dans la formation au tout début, lorsque tu parles du persona, combien de personnes vont dire, moi, ma cible, c'est les banques, ma cible, c'est les entrepreneurs, ma cible, c'est, je sais pas encore, les restaurateurs. C'est trop vague. Il faut partir vraiment sur une cible vraiment très précise. Les restaurateurs de Paris, les restaurateurs dans le bio, les restaurateurs gastronomiques, etc. Là, on a une cible précise. Là, on peut trouver un besoin profond. Et là, on peut trouver d'une part des clients et d'autre part pricer des prix qui valent parce que forcément on va leur apporter beaucoup de résultats, donc les prix ne sont pas chers pour eux. Ok. Ça, si je peux me permettre aussi, c'est l'une des choses, j'en parlais justement avec un ami à moi qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'une des choses qui peut bloquer des personnes, c'est que souvent si vous êtes entouré de personnes qui sont dans le salariat, lorsque vous dites 500, 1000 euros, 2000 euros, forcément les gens qui vous entourent, c'est des salaires qui gagnent. Donc ils se disent, ah ouais mais c'est cher quand même. Donc forcément, nous, on se dit, psychologiquement, on se dit, ah ouais, c'est peut-être cher. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais si on réfléchit bien, rapidement, après, on parle plus de ça, mais si on regarde bien, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est salarié et qui vous dit, ah ouais, tu prices 10 000 euros, moi, je gagne que 1 500 euros par mois. Dites-lui non, tu gagnes pas 1 500 euros, tu gagnes 3 000 euros. Ce que tu vaux à ton entreprise, c'est 3 000 euros, c'est le double. Sauf qu'en fait, lui, il a des charges. Donc à la fin, ce qu'il rentre dans sa poche, c'est 1 500. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, il faut savoir qu'un salarié en général, notamment en France, rapporte en moyenne, selon des statistiques, à une entreprise par année 150 000 euros de chiffre d'affaires au minimum. Sinon, on part du principe que c'est pas forcément un salarié qui est au bon endroit ou qui est pas dans le bon pôle d'exploitation. Donc 150 000 à 180, 200 000, et voilà, quand tu as des bons résultats, tu es sur du 300, du 500 000. Mais globalement, non, c'est une bonne réflexion que tu notifies ici aussi. Quelque chose que je relève et qui, je pense, pourrait aider beaucoup de gens qui nous regardent, c'est tu notifies que tu as donc délégué totalement ton activité sur l'aspect digital viticole, mais que tu es plus dans le consulting. Ensuite, tu supervises ces projets, tu délègues pour la mise en application, mais tu as des commerciaux qui, eux, font des apporteurs d'affaires pour toi. Comment est-ce que tu as recruté ces commerciaux? Qui sont-ils? Où est-ce que tu les as trouvés? Comment ça se passe? Alors, première chose, le réseau. Ouais. C'est tout simple. J'ai appelé quelqu'un qui est commercial, au sein de mon réseau, qui est commercial. Je lui ai demandé, est-ce que toi tu le fais? Est-ce que tu pourrais faire commercial? Il me dit non, désolé, j'ai plus le temps. Par contre, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je suis formateur pour des commerciaux. Et ce que je peux faire, c'est que je peux t'envoyer des commerciaux. Donc ça a été l'une des premières choses. Et la deuxième chose, après, c'est du classique. Je suis allé sur Indeed, je recherche des commerciaux, je leur fais passer un entretien, je regarde un peu ce qu'ils vaut, ce qu'ils ont fait avant, s'ils sont motivés, parce que souvent, il y a des personnes qui viennent juste ah ouais, bah, je fais rien de ma vie, oh, j'ai vu ça pourrait être intéressant, et voilà. Donc ça, c'est une première chose. Moi, perso, je sais que ça peut être intéressant aussi de former ses propres commerciaux. Ouais. Moi, je ne le fais pas encore. Vraiment, je prends des gens qui sont prêts. Ce que je fais, c'est que je prends 1 heure, 2 heures avec eux, je leur parle un peu vraiment, je leur donne des documents, mais je leur parle aussi de l'entreprise, des valeurs et de ce qu'il faut apporter au domaine viticole. Et après, ils se lancent. Mais souvent, par exemple, sur Indeed, ce que je recherche comme commerciaux, c'est des personnes qui ont déjà travaillé dans le vin. Du coup, ils ont déjà un réseau et du coup, ça aide. C'est beaucoup plus rapide. Ok, intéressant, ouais. Justement, tu parles du réseau et je vais mettre en avant aussi l'aspect communautaire, l'aspect groupe et les opportunités de partenariat, soit au sein du programme ou ailleurs, peu importe. Parce que typiquement, l'aspect commercial, là, j'imagine, tu as contacté quelqu'un que j'ai identifié, donc c'est intéressant. Et aujourd'hui,
imaginons que donc tu n'aurais pas accès à cela. Comment est-ce que tu t'y prendrais, vu que tu as quand même accumulé plus d'expérience dans entrepreneurial, dans le networking, etc., pour développer un réseau efficace qui réellement t'apporte de la valeur de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est pas un réseau unilatéral que j'appelle, c'est vraiment un réseau complémentaire où on va pouvoir apporter de la valeur commune entre chacune des parties. Comment est-ce que tu t'y prendrais si tu devais demain redévelopper un réseau de zéro? D'accord. C'est simple. En fait, il faut avant de donner des indications, parce que je sais que les gens aiment bien suivre des indications. Je préfère que les personnes réfléchissent par eux-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste aller là où les professionnels sont. Il faut aller là où les professionnels se réunissent. Donc, autrement dit, des séminaires, des réunions. Ça peut être également des formations. Alors, c'est tout con, mais je veux dire, si vous suivez une formation, j'ai n'importe quoi, vous lancez dans la publicité Facebook. Mauvais exemple parce que les formations en publicité Facebook. Si vous vous lancez dans le marketing stratégique, vous suivez une formation dans le marketing stratégie, forcément vous allez tomber sur des personnes qui recherchent à peu près la même chose que vous. Donc ça va faire déjà un réseau de personnes qui sont un peu dans votre domaine et qui vont vous apporter et que vous allez apporter en fait. Vous allez pouvoir en fait ce qui est très important, c'est les gens ont peur, surtout en France, on a peur de donner. On a peur de dire ah ouais si je lui donne il va me voler, ça c'est faire attention, etc. J'ai même travaillé moi pour des domaines viticoles où j'étais très limité parce que la personne était complètement en parano. Il me disait ah non mais si tu parles de ça le domaine concurrent il va entendre parler de ça, après ils vont nous prendre. Non, faut pas penser comme ça. Faut donner et après on recevra. Ça c'est l'une des clés aussi. Et voilà, faut vraiment rejoindre soit des séminaires, participer à des séminaires, participer à des masterminds, rejoindre des formations. En fait, aller là où les professionnels sont. Ok, parfait, je te remercie. Est-ce que tu connais l'elevator pitch, ce que c'est? L'elevator pitch. Non. Ouais, elevator pitch. Ok, on va faire un exercice tout simple dans ce cas-là. Elevator pitch, en fait, c'est en gros le fait d'expliquer en une phrase très courte, créer un pitch en fait qui te permet de raconter exactement ce que tu fais, comment tu le fais et qui tu aides. Donc, j'aide les avatars clients à répondre à un besoin grâce à telle méthodologie ou outil, je l'ai la phrase. pendant que tu montes un ascenseur, par exemple. Donc, fais-nous ton elevator pitch, ensuite j'aurai quelques questions, ça permettra aux gens d'identifier exactement ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'aide les entrepreneurs à générer des nouveaux clients grâce à LinkedIn. Ok, tout simplement. Voilà. Parfait. Et justement, ces entrepreneurs-là, donc qui sont tes clients et tu vas les aider ensuite à trouver des clients qui sont en général aussi des entrepreneurs vu que tu fais du B2B. Comment est-ce que tu les trouves, toi? Alors, déjà, quels sont mes clients? J'ai principalement des consultants et des coachs et j'ai également des entreprises. Donc là, c'est vraiment deux choses différentes parce que les prix vont pas forcément être pareils. Mais grosso modo, ensuite, comment je les ai trouvés? Alors, pareil, le réseau. Ça, alors, comment te dire, à part ça, pour l'instant, depuis 2 mois, le réseau m'a tout apporté, en fait. C'est-à-dire que forcément, j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je connais telle personne. J'ai même dit, toi, parler à quelqu'un juste une fois. On s'est juste parlé et il m'a envoyé sur Facebook, il m'a dit tiens regarde, il m'a envoyé un screen d'une personne qui recherchait un expert LinkedIn. On se connaissait à peine, on s'était à peine parlé et pourtant il m'avait aidé. Pourquoi? Simplement parce qu'on avait bien parlé, on est forcément dans la même formation et en fait psychologiquement quand c'est des effets de groupe, on est dans la même formation, on est dans la même famille donc on s'entraide. Et donc ça c'est pareil quand on participe à des séminaires etc. Ah ouais cette personne a été présente à ce séminaire avec moi donc voilà on a forcément un lien et donc en fait le réseau fait tout. Moi pour le moment le réseau a vraiment tout fait. Après, s'il fallait prospecter, ouais, je prospecterai aussi, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, j'en suis pas encore là. Et de toute manière, comme tu le sais, moi, je travaille sur LinkedIn pour générer des clients. Alors, générer des prospects, c'est pas très compliqué. Si vraiment je devais le faire pour LinkedIn, j'irais sur LinkedIn, j'utiliserai ma méthode pour avoir des clients à la demande. Yes, c'était justement ma question à l'issue. Et aujourd'hui, bon, imaginons, tu pourrais avoir des clients à la demande. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Est-ce que c'est peut-être une problématique de ce qu'on appelle la capacité d'absorption pour pouvoir délivrer ensuite des prestations avec tes standards de qualité? Et auquel cas, vu que tu hausses la tête, quelles seraient les démarches à mettre en place dans une échéance court, moyen, long terme pour pouvoir absorber cette demande client selon toi? Alors, moi, en fait, comme tu l'as dit, en fait, moi, j'arrive à un plafond dans le sens où je suis tout seul, j'ai que 2 bras, j'ai qu'un cerveau pour le moment, donc c'est compliqué de faire plus. Donc, pour le moment, en fait, j'arrive à un palier où en fait, il va falloir que je délègue. Et en fait, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Pour cela, j'ai mis en place quelque chose, c'est que de mon côté, ma méthode, je l'enseigne.
Donc ma méthode, soit je la vends à des entreprises et après elles s'en servent pour faire des clients, soit maintenant ce que je suis en train de mettre en place, c'est une formation qui permet en fait d'apprendre aux gens à générer des clients grâce à LinkedIn. Et en fait, grâce à cette formation, j'espère deux choses. La première, c'est aider les gens. Parce que enfin, franchement, tu me l'avais déjà dit il y a longtemps, c'est la gratitude. Quand les gens te disent merci, ça fait plaisir. Et honnêtement, je l'ai vécu et ça, c'est génial. Quand quelqu'un vient te voir et te dire, tiens, Mika, grâce à toi, grâce à ton truc, j'ai réussi à générer des personnes, merci, merci, ça fait super plaisir. Donc, rien que pour ça, tu vois, déjà, j'ai une formation pour aider les gens à ça. Et ensuite, pour espérer former, on va dire, des gens à qui ça pourrait plaire, LinkedIn, à qui ça pourrait, ah ouais, c'est super génial, j'adore travailler dans ça, et qui aimeraient vraiment travailler là-dedans. Et ces personnes-là, je pense que je les prendrai avec moi, et en fait, je leur délèguerai, en fait. Ça, c'est un peu l'objectif aussi de notre formation, c'est de trouver des personnes vraiment bonnes, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je travaillais pour les domaines viticoles, toute la partie LinkedIn, c'était moi qui le faisais, parce que j'avais vraiment du mal à trouver des bons prestataires LinkedIn en France, en fait. Alors, aux États-Unis, il y en a pas mal. En France, c'est encore très, très rare. Des très bons. Alors, il y a plein qui se revendiquent, etc., mais ils ont vu juste 2-3 stratégies où c'est vraiment pas très poussé. Donc, au final, je me suis déjà fait avoir. J'avais pris des prestataires, j'avais eu très peu de résultats. Donc, vraiment, c'est former des gens de manière très pointue, très carrée dans LinkedIn pour vraiment générer des résultats. Et une fois que je les ai, je vais pouvoir un peu aller plus loin. Ça veut dire vraiment trouver des clients, préparer la stratégie et vraiment déléguer. Donc ça va être ma nouvelle étape pour pouvoir, en fait, c'est ce qu'on appelle scaler tout simplement, c'est le mot scaler, c'est vraiment pouvoir, on va dire, copier mon business plan que j'ai pour l'instant tout seul et le mettre à d'autres personnes pour pouvoir aller plus haut. Ok, excellent, super intéressant. Ouais, c'est vrai, hein, moi typiquement même dans le cadre de ma formation, il y a beaucoup de profils que dès lors qui se distinguent et qui sortent du lot, que soit bah, j'en viens à collaborer avec eux, comme par exemple bah, tu t'es occupé également de mon compte LinkedIn. J'en avais bien besoin d'ailleurs d'une mise à jour, un petit lifting sur ce compte, et d'autres bah, typiquement qui rejoignent l'équipe à terme selon les compétences et ce qu'ils peuvent délivrer tout à fait, que ce soit à travers des coachs ou des prestats ou des calls, etc. Cool. Aujourd'hui, comment est-ce que lorsque tu trouves un nouveau client, parce que tu vois, au final, peu de gens s'en rendent compte, mais le vrai travail commence après la vente. Beaucoup de gens sont focus sur ouais, je dois créer une offre, je dois trouver un client et je dois absolument vendre. Mais en réalité, ça, c'est au tout départ. Quand vraiment au tout départ et vous êtes dans le, comment dirais-je, dans ce goulot d'étranglement avec vraiment le fait de, il faut tout de suite rentrer du cash, il faut développer son activité et autres. Mais après, par la suite, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, la phase avant-vente, c'est 5 à 20% de votre efficience de travail qui doit être déployée dessus et de votre énergie. Et tout le reste doit être sur la satisfaction de vos clients, la livraison, la délivrabilité, la relation, la fidélisation, la recommandation, la scalabilité, le développement d'entreprise, la gestion de la trésorerie, tout ce qui est juridique, etc. etc. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, quel est ton processus d'onboarding sur tes nouveaux clients? Parce que tu n'as pas forcément de problème pour les trouver, tu n'as pas forcément de problème pour les closer. Tu as le réseau, tu as une offre irrésistible. Quel est ton process d'onboarding et comment est-ce que tu l'as mis en place? Quelles ont été peut-être les erreurs que tu as fait que tu peux transmettre à l'audience qui font qu'ils ne vont pas les reproduire? Alors tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. C'est complètement vrai. Ça veut dire, alors sans te lancer des fleurs, ce n'est pas le but. Pour les disclaimers, il m'a pas donné de chèque pour ce que je vais dire, d'accord. La formation d'Alec, en fait, elle est vraiment efficace, vraiment pour déjà faire son offre et pricer cher. Et c'est vrai que du coup, la principale erreur qu'on pourra avoir, et c'est pour ça qu'Alec le répète énormément souvent, c'est délivrer quand même. Parce qu'au final, on peut se retrouver surtout à faire des concours, encore une fois le réseau. Donc pour les gens qui sont à côté, ah moi j'ai signé 3 contrats, je suis à 10 000, ah moi j'ai signé 4 contrats, je suis à 15 000, ah ouais, moi j'ai dit ça. Et au final, on ne délivre pas. Et après, les clients ne sont pas contents, souvent ils peuvent casser le contrat, et après, vous ruinez votre vie professionnelle. C'est pour ça que c'est vraiment très très important. Alors là, je renvoie les personnes sur HubSpot. Alors c'est pareil, ils m'ont pas signé de chèque, mais HubSpot, c'est vraiment avec eux que j'ai beaucoup appris niveau marketing. Le cycle de vente, ça veut dire que le client, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de le satisfaire et que cette personne soit satisfaite et que soit elle rachète chez vous, soit elle vous recommande. Et c'est pour ça que la délivrabilité, comme a dit Alex, c'est hyper important. C'est vraiment la priorité. Et au début, on pourrait se dire, je suis pas dans la vente. Je concentre tous mes efforts sur apprendre à vendre. Ah, ça y est, j'ai réussi à vendre. Mais non, ça, c'est comme a dit Alex, c'est 20%. Vraiment penser au cycle et vraiment penser à la fidélisation et la satisfaction. Maintenant, comment moi j'ai fait tout simplement, j'ai mesuré
combien je pouvais en faire, ma capacité en fait, on va dire sur une courbe en fait, ma capacité à combien de clients je peux prendre pour le temps que je peux fournir et pour avoir, on va dire, une jauge d'efficacité. Et plus j'en prends, forcément, plus ça baisse. Donc en fait, j'essaie de prendre un point d'équilibre. Et moi, mon point d'équilibre, c'est que je prends 5 personnes. Donc moi, la première des choses sur lesquelles moi je travaille, ma première offre, c'est l'accompagnement. Donc en fait, j'accompagne une personne sur 30 jours et pendant 30 jours, on voit tout de A à Z. Donc je lui explique comment on travaille avec LinkedIn. On travaille sur sa cible, on travaille sur son profil. Donc c'est ce que j'avais fait avec toi. Ensuite, on travaille sur des systèmes à mettre en place pour prospecter, pour trouver des bons prospects. Et ensuite, on travaille sur comment les closer, comment réussir la vente pour avoir des rendez-vous téléphoniques et pouvoir avoir des contrats. Et tout cela, en fait, se fait en 30 jours et en fait, je prends que 5 personnes par mois. Donc, en fait, je suis à 5 personnes par mois, je les accompagne 30 jours et ensuite, je les laisse, entre guillemets. Ça veut dire que normalement, mon contrat est terminé, mais bon, moi, en général, je suis pas du genre carré comme ça, c'est froid, donc en général, après, je suis très humain, donc après, je reste en contact avec eux et après, on peut très bien encore échanger. Mais globalement, c'est comme ça que ça prend et je prends que 5 personnes par mois. Donc ça, c'est pour l'offre d'accompagnement, donc ça prend quand même presque 50% de mon temps de travail. Ensuite, je fais un peu du consulting. Donc là, les personnes, je prends qu'une heure. Donc là, vraiment, c'est des personnes qui sont déjà sur LinkedIn, qui, on va dire, ont de l'expertise sur LinkedIn, mais on n'arrive pas encore à avoir des résultats. Il manque un petit quelque chose qui bloque. Donc là, on prend une heure, on en discute, et là, j'apporte des clés pour débloquer tout ça. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je travaille, c'est sur ma formation. Donc là, voilà. Donc là, par contre, je travaille non-stop, un peu comme toi. Donc ça veut dire que si je dois travailler jusqu'à minuit, ben, je travaille jusqu'à minuit, même 1 heure, 2 heures. Bon, quand même, je fais pas comme toi. À 3 heures du mat, j'ai quand même me coucher. Mais voilà. Donc globalement, voilà, c'est comme ça que je fais. Je me suis limité en termes de clients. C'est pour ça qu'au tout début, je t'ai dit, moi, mon objectif, c'est qu'après, je puisse déléguer. Ça veut dire que l'accompagnement, ça, je le garde, mais par exemple, pour le côté exécutif, le côté, voilà, ça, c'est aussi pour ça, tu vois, je n'en ai même pas parlé parce que je suis en train de le squeezer, mais il y a aussi un autre truc que j'avais mis en place, c'est du done for you. Donc, ça veut dire que je fais les choses pour les gens, j'en fais de moins en moins. Ça veut dire que maintenant, à l'heure qu'il est, au début, j'avais 7 clients comme ça, maintenant, j'en ai plus que 2. Okay. Voilà. Donc, j'en ai plus que 2 et c'est vraiment les 2 que je garde. Je vais arrêter le Done for You et ce que je ferai après, c'est que je vais vraiment recruter des gens, les former pour qu'après ils puissent prendre en main le Done for You. Ok, je vois. Ouais, c'est super intéressant, beaucoup de valeur dans cette vidéo. Vraiment, prenez des notes, celles et ceux qui regardent cette vidéo et mettez-nous un petit like parce que là, je pense que Michael, il a envoyé du lourd déjà. Je rebondis sur une petite chose qui dit, voilà, et merci pour les compliments liés au programme. T'inquiète, ça sera fait. C'est une blague, hein, parce que là, je vois déjà le mec qui clique sur le bouton rouge. Tu dis, voilà, on apprend à pricer cher. Je suis OK, mais pas tout à fait. Je dis surtout, on apprend à pricer la valeur que l'on mérite et que l'on apporte à nos clients, voire même, on apporte 10 fois plus de valeur que le prix qu'on pourrait payer face à cette valeur. Maintenant, justement, ma question, c'est par rapport à la valeur donc, que tu sais que tu peux apporter, que tu as déjà apporté en prenant peut-être des cas d'études de différents clients que tu as accompagnés ou même le tien. Comment as-tu défini ton prix concrètement? Quel a été ce calcul que tu as mis en place et comment as-tu défini ton prix? Déjà, j'ai vu, ça va dépendre si c'est une entreprise qui génère plusieurs millions ou si c'est un coach qui galère, qui a 2-3 clients par mois. Forcément, ça ne va pas forcément être le même prix. Je vais peut-être adapter. Après, ça va dépendre. Donc, je ne peux pas travailler pour pas très cher parce que le temps, forcément, c'est précieux. Et après, sinon, moi, j'y perds. Donc, il y a quand même un minimum de prix. Je sais pas si je peux les dire à la caméra, mais on va éviter pour le moment. Non, tu peux les dire. D'accord. En général, pour un coach et un consultant qui débute, l'accompagnement, ça commence à 3 000 euros, à partir de 3 000 euros. Et en fait, je leur justifie en disant que 3 000 euros, honnêtement, c'est rentabilisant en un client, 2 clients. Ça va dépendre bien évidemment du business, ça va dépendre du prix que va faire la personne. Mais en général, quand c'est des coachs et des consultants, en 2 ou 3 clients, c'est rentabilisé. Et en fait, ce que je leur explique, c'est que ça va durer 30 jours et qu'après, ils vont pouvoir le réutiliser en permanence. Donc, c'est à vie. Donc en fait, au final, ils vont peut-être générer à l'année, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, ça va dépendre de la personne, 100 000 si la personne est très bonne. Et au final, ça aurait été quoi au début? Partir avec 3 000. Donc tu vois, ça c'est quasiment rien. Et ça, c'est comme ça en fait que je le justifie en fait. Surtout qu'il y a un point assez important à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, donc indirectement, je vais vendre tes services en disant ça, mais aujourd'hui, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou même sur Snapchat, c'est un réseau qui a tellement été exploité et qu'il y a
tellement de gens dessus que comme YouTube d'ailleurs, la seule façon de vraiment se différencier et d'avoir une forte croissance et rapide, c'est d'utiliser le paid traffic, la pub. Alors que LinkedIn, c'est un réseau qui est encore un petit peu sous-estimé à mon sens, notamment au niveau B2B. Et voilà, les gens vont faire un profil pour faire un profil, mais vont pas exploiter tous les leviers d'acquisition qui sont présents sur la plateforme ou qu'on peut utiliser avec d'autres outils, mais que tu payes une fois ou sous forme d'abonnement. Mais c'est pas comme sur Facebook où là, tu vas pouvoir vraiment, par exemple, moi typiquement aujourd'hui, que ce soit pour les campagnes certains de nos clients ou mes campagnes, on tourne à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par jour de budget publicitaire. Et c'est clair que pas tout le monde peut aujourd'hui avoir une trésorerie qui lui permet de faire ça et d'avoir une visibilité sur 3 mois quant à la rentabilité ou la profitabilité de ses campagnes. Et c'est vrai que LinkedIn permet justement l'acquisition de clients assez aisés, entre guillemets, en organique. Et à mon sens, ce qu'il faut réussir à mettre en place dans vos offres, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être dans des thématiques digital marketing ou alors qui ont un ROAS ou un ROI potentiel assez élevé, c'est de faire comprendre à la personne que même si c'est un investissement d'une part, c'est sur du long terme, et d'autre part, c'est un investissement unique qui ne requiert pas forcément davantage de ressources supplémentaires. Donc par ressources, j'entends financières, temporelles et énergétiques. Ce sont 3 ressources et à mon sens, la temporelle a beaucoup plus de valeur que la financière. Pour ça aussi que j'utilise mon pouce et pas mon majeur, parce que c'est plus long. Non, je plaisante, c'est un hasard. Mais du coup, ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est qu'il faut être clair auprès de notre client dès lors que l'on a notre premier rendez-vous et qu'on échange par rapport à ça, parce que ça peut clairement être un levier d'influence dans le cadre d'une négociation et pour signer ou non un deal, un contrat avec ce client. Ok, du coup, maintenant, pour revenir à tout ça, donc il y a de ça 3-4 mois, tu étais un petit peu indécis par rapport à tes offres, par rapport à tes résultats, par rapport à ta typologie de clients. Maintenant, du coup, effectivement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, on va dire 90 jours plus tard. En 5 semaines également, tu as généré donc plus de 9 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, concrètement, quels sont tes résultats? Comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as une visibilité plus claire par rapport à ton avenir entrepreneurial, tes projets? Dis-nous tout. Complètement. Maintenant, c'est vraiment très clair en fait. C'est aussi quelque chose que tu enseignes aussi, on va dire les to-do list et les objectifs et hebdomadaires, etc. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus clair. Je sais ce que je veux faire dans 6 mois, dans 3 mois, même dans 1 an, même dans 5 ans. Mais bon, avant d'arriver là, vraiment, dans cette année, je sais vraiment les objectifs que je veux avoir. J'ai mis en place les actions pour. Et vraiment, maintenant, je me sens vraiment très, très bien dans le sens où je suis vraiment épanoui. Je fais ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime vraiment, c'est aider les gens. Ça, c'est la base. Et si je peux apporter mon expertise pour aider les personnes, là, après, je suis plus heureux. Et au final, là, je passe mon temps à être au téléphone avec des gens et qui me expliquent leurs problèmes et que je suis en mesure de leur apporter une solution. Donc, ça, c'est vraiment super. Ok. Tu as notamment cité là les to-do list. Ma question, ça va être comment est-ce que tu as fait pour que ça fonctionne? Comment est-ce que tu as fait pour aujourd'hui avoir cette clarté? Peut-être outre les to-do list, tu as peut-être utilisé d'autres stratégies, d'autres visions? Dis-nous. Dans quel sens? Alors, ce que j'ai fait, en fait, alors bien avant, hein, je suis quelqu'un qui est vraiment, j'adore vraiment. Qu'est-ce que tu as fait ou peut-être quelles sont les questions que tu t'es posées, tu vois? C'est souvent ça en fait. En fait, je me suis demandé quel est mon plus gros objectif, qu'est-ce que je veux faire d'ici 5 ans, comment je veux être, ma vision. Après, j'ai fait la même chose pour 1 an. Et en fait, on va dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons que mon rêve absolu dans 5 ans, c'est d'avoir une belle maison. Et bien, en fait, dans 1 an, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à ça? Et pareil pour les mois. Je me permets, dis-nous pas n'importe quoi, dis-nous quelle est ta vision pour 5 ans, ta vraie vision pour 5 ans, ton objectif pour 5 ans. Ma vision pour 5 ans, c'est de vivre de mes rentes et vraiment de pouvoir faire vraiment ce que je veux, dans le sens où si demain je veux partir dans un pays pour vraiment me balader, etc., je peux le faire. Si vraiment demain je veux aider quelqu'un et que c'est pas rentable, ben, je peux le faire aussi, tu vois. C'est vraiment de me dire que l'argent n'est plus un problème et que si par exemple quelqu'un vient me voir, j'ai plus à me dire attends, je suis désolé, je peux pas t'aider, là tu me coûtes trop cher et faut vraiment que je génère de l'argent, tu vois. C'est mon but. Et pour cela, donc il y a différents leviers, hein, donc l'immobilier, il y a plein d'autres leviers. Je suis notamment aussi le réseau sert aussi pour ça, c'est de trouver des personnes qui sont experts dans ces différents domaines. Donc ça va dire c'est mon objectif à 5 ans. Et pour cela, en fait, pour mettre en place, c'est vraiment monter une entreprise qui soit vraiment rentable d'ici la fin de cette année aussi. Donc d'ici 2020. Ok.
Ok, excellent. Donc ouais, tu t'es posé les bonnes questions par rapport à ça et ensuite tu as segmenté cet objectif en plus petits objectifs de façon à pouvoir voir comment les atteindre de la meilleure façon qui soit et mettre les actions qui sont en accord d'une part avec ta vision et d'autre part avec tes valeurs. Moi Complètement. personnellement, c'est ce que je préconise. Félicitations à toi et puis du coup, tu as les résultats qui en découlent. Mais à mon sens, voilà, c'est juste la forme, tu vois, qui me fait te féliciter. Mais à mon sens, ce n'est qu'un, comment dirais-je, ce n'est qu'une conséquence, tu vois, n'est C'est qu'une ça. conséquence des actions que tu as mis en place en amont qui font que tu as des résultats et des bons résultats. Donc bravo. Aujourd'hui, du coup, si on segmente un petit peu plus ces objectifs, quelle est ta prochaine étape? Quel est ton prochain cap, palier d'objectifs, qu'il soit financier ou qu'il soit au niveau de ta team, qu'il soit au niveau de ta société? Quel est ton prochain vraiment target, quoi, qui va te dire, je l'ai atteint, c'est bon, je suis satisfait, goal, au suivant. Alors déjà, pour moi, au niveau de mes coachings, pour l'instant, ça, je ne vais pas le changer. Je vais quand même rester à 5. Mais l'objectif, c'est qu'au prochain trimestre, en fait, j'ai assez de membres dans ma formation qui ont déjà des résultats. Donc ça, c'est super. Mais assez de membres qui sont assez experts sur le réseau LinkedIn et qui puissent m'aider. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à déléguer. Si ce n'est pas le cas, je vais aviser. De toute façon, moi, je ne reste jamais bloqué sur un problème. Il faut toujours trouver une solution. Et donc, j'ai déjà un plan B. Sinon, moi, je trouverai des personnes qui sont intéressées par LinkedIn, mais qui n'ont pas encore l'expertise. Je les formerai moi-même. Et après, voilà, ils travailleront pour moi. On s'arrangera pour ça. Mais moi, mon objectif, c'est qu'à T2, j'ai dépassé, alors en termes d'objectifs financiers, c'est que je dépasse les 25K pour mon entreprise. On précise bien qu'on parle de l'entreprise. On ne parle pas de nous-mêmes. Attention, parce que les personnes, après, quand s'imaginer des choses, bref. Voilà, donc T2, 25K. T2, c'est aussi avoir assez de personnes dans ma formation avec des bons résultats. Ça, c'est aussi quelque chose que je vais travailler dessus. C'est pas, la question pour moi, c'est pas juste je fais une formation, les personnes la suivent, basta, au revoir. Moi, c'est un peu, tu m'as vraiment inspiré dans ça parce que des formations comme la tienne, je ne connais pas beaucoup en France. Alors, c'est pas une fois de plus, il ne m'a pas payé, c'est pas un éloge. Moi, je suis quand même très rationnel et c'est vraiment purement rationnel. Une personne qui vous propose une formation, que vous suivez et derrière, il y a des coachings, derrière de l'accompagnement, etc., il n'y en a pas beaucoup. Et moi, c'est vraiment sur ce plan que je fais ma formation. C'est vraiment proposer une formation avec de l'accompagnement, des coachings en live, etc. Donc, c'est vraiment mon objectif à T2, c'est d'avoir vraiment des bons résultats avec les personnes. Si ce n'est pas le cas, je vais encore plus me concentrer dessus. Et voilà pour les T2. Ok, ok, top. Bah écoute, tu as donné beaucoup de valeur à toute la communauté là dans cette vidéo. J'ai envie également de pouvoir contribuer à t'en donner aussi pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine, qui t'empêche, peut-être un point bloquant aujourd'hui pour atteindre cet objectif au niveau de ta formation, au niveau de ton objectif T2, ou pour toi tout est clair, c'est bon, boum, on fonce comme un bulldozer? Franchement, pour le moment, tout est clair. Ok. Au niveau des objectifs, on est bon. Ça veut dire qu'on avait même discuté déjà. Tout est vraiment carré, aligné. Maintenant, je dis plus qu'en fait à suivre étape par étape. Maintenant, c'est une question de temps. Hein. C'est-à-dire que les choses, malheureusement, on ne peut pas brûler les étapes. Il y a des choses il faut avoir aussi faire preuve de patience des fois. Et là, j'en suis vraiment à ça. Donc, je fais preuve de patience. Je mets les étapes une par une. Une fois que j'ai passé l'étape 1, je passe à l'étape 2. Ça aussi, c'est un truc à retenir. Ne pas franchir les étapes, ne pas brûler les étapes, ne pas passer l'étape 4 ou l'objectif 4 si le reste n'a pas été accompli. Ok, ok. Excellent. Bah écoute, c'est parfait. Puis si d'un coup tu as des questions, tu sais que demain, de toute façon, on a le coaching live ensemble, le coaching C'est groupé ça. Q&A tous les dimanches. Donc ça sera un plaisir par rapport à cela. Euh, Si tu devais nous transmettre vraiment une dernière clé que tu as vraiment envie de transmettre, une, deux ou trois clés que tu as envie de transmettre à quelqu'un qui rate cette vidéo, étant donné que voilà, avant de nous rejoindre, tu as passé quand même 1 an et demi de galère, si j'ose dire. Tu as aussi un parcours salarial au départ qui t'a fait te dire, voilà, j'en ai marre d'en avoir marre, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont peut-être les erreurs que tu as fait, que tu as envie d'éviter aux autres? Quelles sont peut-être les choses que tu as dit ou que tu as pensé ou que tu as mis en place qui n'ont pas été concluantes, mais que tu te disais, waouh, c'est l'idée du siècle. Et souvent, souvent ça, quand on se lance, tu vois, on se dit, oh, c'est l'idée du siècle, je vais faire 1 million avec ça, c'est génial, tu te focuses dessus et boum, ça fait un flop. En fait, ça marche pas. Quels seraient vraiment le ou les conseils que tu souhaiterais transmettre à l'audience qui nous regarde aujourd'hui? Alors, ce que tu dis là, ça me fait penser en fait à Lean Startup. Donc, une clé que je peux dire, lisez le livre Lean Startup ou lisez au moins le résumé via Coops, par exemple. Alors, première clé que je pourrais donner, lire des livres. Alors, je vais donner des clés. Alors, ça va paraître bateau, mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils pensent que tout le monde répète ça
ils entendent, moi-même au début c'est ce que je faisais, j'entendais toujours les mêmes conseils et je les appliquais pas. Et en fait je me disais ouais en fait ils se recopient entre eux et ils disent des choses comme ça, etc. Mais non, mais en fait juste appliquez ça et vous verrez. Donc déjà lisez des livres. Pourquoi? Simplement parce qu'en un livre ça vous résume des tonnes de choses que vous allez pouvoir trouver, des tonnes d'articles, etc. Alors plutôt que de perdre je sais pas 6 heures à chercher sur internet un article, 2 articles, 3 articles, et là vous prenez un livre, vous lisez, ça vous apporte de la valeur. Donc lisez des livres, ça c'est la première chose. La deuxième, ça va être constituez-vous un réseau. Donc ça, c'est très, très, très important. Mais vraiment, n'hésitez pas à parler aux gens. Ne soyez pas timide parce que les gens aussi veulent faire du réseau. Ne cherchez pas non plus à vouloir, on va dire, à vouloir les exploiter. Vraiment, parlez aux gens, soyez sympathiques, apporteurs de la valeur, ils vous en apporteront. Et s'ils vous en apportent pas, c'est pas grave. D'accord? On n'est pas là en mode je vais t'exploiter. Voilà. Non, c'est vraiment, faut que faut donner. Ça, c'est l'important. Et la troisième clé que je voulais donner, je vais l'oublier tout de suite, c'était réseau. Lisez des livres, réseau. Et la dernière, tant pis, je l'ai oublié. Là, tout de suite, elle ne me revient pas. Non, elle ne revient pas. Désolé, on la mettra en commentaire. Regardez les commentaires. Regardez les commentaires, ouais. Ou peut-être qu'elle y reviendra. Il y a une phrase qui me fait penser à ce que tu dis, c'est par rapport notamment aux livres, ou même aux formations, au coaching, au mentoring, ou peu importe, c'est les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, les gens sages apprennent des erreurs des autres. Et ça, vraiment, c'est une phrase que je comprenais pas au début, mais qui aujourd'hui vraiment me fait gagner littéralement des centaines de milliers d'euros je vais même pas dire par mois, par an, par jour, parce que ce n'est même pas quantifiable en soi, tangible, tant en fait c'est une valeur qui ne l'est pas, parce que c'est la valeur de la connaissance. Et à mon sens, voilà, cette valeur-là est inestimable, mais parce que elle n'en prend que quand elle est appliquée, actionnée. Donc typiquement, tous les tips là que vous avez eu dans cette vidéo qui réellement sont inestimables, s'ils seraient tous appliqués et actionnés, croyez-moi ou non, ceux qui regardent la vidéo d'intégralité pourraient vraiment déjà avoir un business établi qui génère plusieurs milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires et carrément en vivre si vraiment ils ont une expertise et ils souhaitent le faire. Alors, il est clair qu'il y a certaines stratégies, notamment au niveau de la vente, notamment au niveau de la création de son offre, l'étude de son marché, la typologie de clients à qui on s'adresse, comment on doit faire ces choses-là. Donc pour ça, il y a différents biais pour se former, bien évidemment. Mais c'est vraiment important, c'était une parenthèse que j'avais envie de faire pour vous. Ouais. J'ai l'impression que ton idée, elle est revenue. Elle est revenue. Et en fait, c'est aussi pour ça que je disais, ça paraît un peu bateau, mais ça va être passer à l'action, c'est la troisième clé. Mais moi, je voudrais pas juste m'arrêter là parce que les gens vont se dire, OK, t'es le centième à me l'avoir dit. Un exemple concret, si vous passez à l'action, c'est tout con, mais imaginons que rien que la première chose, c'est contacter des gens. Si vous contactez pas des gens, si vous restez derrière à ruminer, ah ben tiens, je vais faire mon speech, je vais faire mon script, ah c'est pas encore bon, je vais le changer, etc. Vous restez dans vos pensées, vous restez dans vos croyances, et au final, vous n'avez pas la réalité du marché. C'est aussi pour ça, c'est quand tu parlais de faire qu'on parlait d'une startup, c'est-à-dire faites tout début, faites ce qu'on appelle en fait un produit minimum valable, donc un MVP de mémoire. MVP, ouais. Voilà, et c'est vraiment faites quelque chose qui peut marcher, une idée, et confrontez-le au marché. Allez-y, passez à l'action. C'est très très important. Je sais pas combien de fois on pourrait répéter. Il faudrait mettre un gros truc en rouge là. Passez à l'action. C'est très très important. C'est la base de tout. Si vous passez jamais à l'action, vous allez juste ruminer et vous allez rester dans votre esprit. Et par rapport à ça, j'aimerais rebondir sur une dernière chose par rapport à passer à l'action qui peut bloquer des gens. C'est l'échec. En France surtout, on a cette vision à l'échec qui est négative. Ah, t'as échoué. Ah, t'es nul. Ah, t'as mal fait, etc. Et ça vient de l'école. Ça vient, voilà, si vous avez une mauvaise note, vous êtes nul, etc. C'est pas comme ça dans la vraie vie. D'accord? L'école, ça vous enseigne des choses, mais c'est pas la vraie vie. Et les échecs, c'est pas quelque chose de mauvais. En fait, dans la vie, soit vous réussissez, soit vous apprenez à réussir. Il n'y a pas d'échec. Si vous faites un échec, c'est juste un moyen pour vous de vous dire, OK, donc ça n'a pas marché comme ça. Maintenant, je vais faire comme ça. Et si vous regardez bien toutes les grandes entreprises, pour aller sur la Lune, etc., on a fait des échecs. On a tenté des choses, ça n'a pas marché. On a tenté d'autres choses, ça n'a pas marché. Et au final, on a réussi. Donc au final, on a eu des échecs pour arriver à une réussite encore plus grande. Donc, je dirais que si vous voulez avoir un grand résultat, il faudra passer par des petits échecs. Parfait, superbe, merveilleux pour ces mots de la fin. Dernière chose, les gens qui ont regardé cette vidéo, s'ils souhaitent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller? J'imagine sur LinkedIn, effectivement, mais peut-être que tu as d'autres supports. C'est ça. Alors, de toute façon, je pense que tu mettras les liens peut-être. Vous pouvez me retrouver donc sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur Facebook, j'ai une page. Vous pouvez me retrouver également sur mon site internet et sur Instagram. Ok, ça marche. Michael Bon, j'imagine. C'est ça.
directement. Mickaël, bon. Parfait. Eh ben, écoute, merci Mickaël pour ton temps, pour cette interview, pour toutes ces tips et ces éléments que tu as pu transmettre à l'audience. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir, d'une part avec un petit pouce bleu, d'autre part avec un commentaire. Si vous avez des questions, j'imagine que Mickaël passera également par là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et aussi partager massivement cette vidéo à toutes les personnes à nouveau qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se sont peut-être déjà lancés, qui n'ont pas forcément de stratégie d'acquisition de clients, qui ont peut-être des problématiques au niveau de la délivrabilité, de la scalabilité de leur business ou de la livraison ou du marketing, peu importe, mais il y a beaucoup de clés ici qui ont été transmises et qui, à mon sens, doivent être partagées massivement et au plus grand nombre. Merci encore à vous, merci encore à toi également, Mickaël. On se donne rendez-vous du coup, nous deux, demain lors du coaching groupé. Et je vous souhaite une excellente journée pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo en journée ou soirée pour tous les autres. Merci, à bientôt.